Il est 7h30 à Bamako, 8h30 à Kinshasa, 9h30 à Paris. Vous écoutez RFI. Anthony Latier. Un nouveau journal dans Afrique Matin avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Les causes profondes de la crise au Mali sont notamment les violations des droits de l'homme et ces violations sont constatées dans le nord comme dans le sud du Mali. Déclaration d'un haut responsable de l'ONU qui vient d'achever une visite de 4 jours dans le pays. En Côte d'Ivoire, le général Bruno Dogboblé a continué de nier hier toute responsabilité dans l'enlèvement et l'assassinat du colonel à la retraite Adama Dosso en mars 2011. 4 militaires sont jugés aux côtés de cet ancien homme fort du régime Gbagbo dans le cadre de cette affaire. Et 2 autres militaires accusés sont en fuite. Et puis polémique entre Paris et Kinshasa à 4 jours du sommet de la francophonie en République démocratique du Congo. François Hollande a déclaré hier que la situation démocratique en RDC était tout à fait inacceptable. La riposte de Kinshasa n'a pas tardé. Les autorités congolaises estiment que cette déclaration ne correspond à aucune réalité. Le secrétaire général adjoint aux droits de l'homme de l'ONU dénonce donc de profondes violations des droits de l'homme dans tout le Mali. Aussi bien dans le nord, occupé par les islamistes, que dans le sud par des hommes armés proches de la junte militaire qui a pris le pouvoir le 22 mars. Le diplomate de l'ONU vient d'achever une visite de 4 jours au Mali. Au cours de son séjour, il a rencontré les autorités maliennes. Il s'est également rendu dans un camp de déplacés de Mopti à 600 km au nord de Bamako, un camp sous contrôle gouvernemental. Le récit de Serge Daniel à Bamako. Enfants mutilés en manipulant des explosifs, des femmes en sursis parce qu'ayant eu des enfants en mariage, application barbare de la charia. Dans la ville de Mopti, située à 600 km au nord de Bamako sous contrôle gouvernemental, les témoignages de personnes ayant fui le grand nord du pays sous contrôle des djihadistes sont nombreux. Et le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'est rendu dans cette localité de Mopti les a entendus avant de vigoureusement dénoncer ces violations de droits de l'homme. Violations des droits de l'homme également au sud du Mali. Le diplomate onusien, Ivan Simonovic, cite 2 cas précis, le coup d'État du 22 mars et l'opération qualifiée de contre-coup d'État d'avril. Le coup d'État du 22 mars dernier, c'est l'affaire des militaires bérets verts et le contre-coup d'État d'avril dernier, c'est l'affaire d'une partie des militaires bérets rouges. Et selon l'émissaire onusien, dans ce dernier dossier, des bérets rouges sont toujours arrêtés alors qu'aucune charge n'aurait été retenue contre eux. Monsieur Simonovic parle également, je cite, de cas de torture et des cas de disparition qui restent à confirmer. Selon lui, le ministre malien de la Justice a promis de mener rapidement des enquêtes approfondies. Serge Daniel, Bamako, RFI. Et toujours à propos de ce dossier malien, le ministre algérien délégué aux affaires africaines, Abdelkader Messaël, a achevé hier soir à Niamey sa tournée sahélienne après des visites en Mauritanie et au Mali. À chaque étape, le discours a été le même. Il faut dialoguer pour trouver une solution à la crise malienne, dialoguer pour éviter de faire la guerre. Une tournée qui permet aussi aux Algériens de réaffirmer leur volonté d'être associés au dossier malien et aussi de contrôler la manière dont il est traité. Marie-Pierre Olfan. Avec cette tournée diplomatique, l'Algérie s'affiche publiquement comme un acteur incontournable. Elle montre aussi sa volonté de ne pas être marginalisée au moment même où la diplomatie française s'affiche à l'ONU et où la communauté ouest-africaine annonce une future intervention militaire dans le nord du pays. L'Algérie cherche clairement à faire contrepoids à l'activisme de la France et de la CEDEAO, confie un expert du dossier. Le ministre algérien n'a d'ailleurs pas cherché à rencontrer le représentant de l'organisation ouest-africaine lors de son étape malienne. Abdelkader Messaël était accompagné du patron des renseignements extérieurs, le général Lalali, qui a notamment longuement rencontré des responsables militaires maliens, acceptant même de se faire filmer, ce qui est rare. À Bamako, mais aussi à Niamey, hier soir, la teneur du message n'a pas varié. Il ne faut pas laisser le territoire à des armées étrangères qui risqueraient de commettre des exactions et d'exacerber les tensions communautaires. Les Algériens sont venus vendre leur position bien connue, mais n'ont pas apporté de solutions concrètes, pointe un diplomate nigérien. L'Algérie, il est vrai, a répété qu'il était possible de négocier avec certains groupes maliens qui occupent le nord, mais qu'il fallait combattre les terroristes et les narcotrafiquants, sans dire comment cette lutte devait être menée. Dans une demi-heure sur RFI, appel sur l'actualité, peut-on concilier la préparation d'une intervention militaire dans le nord du Mali et dialoguer avec certains groupes armés? Nous lançons le débat. Juan Gomez vous attend au 33 9 693 693 70. Sahara Média, un site mauritanien d'information
a mis en ligne hier la vidéo d'un djihadiste français vivant à Tombouctou qui met en garde la France et les États-Unis contre une intervention militaire dans le Nord Mali. C'est la première fois que l'on entend un islamiste d'origine française soutenir la cause du djihad international au Sahel. Et cette vidéo est diffusée au moment où l'on parle de plus en plus de l'engagement de Français aux côtés des islamistes au Sahel. Christine Muraté. La vidéo dure 11 minutes. À l'image, un homme coiffé d'un chèche. Il porte la moustache et la barbe taillée. Il est habillé d'une tunique couleur sable. L'homme d'un âge incertain a le visage fermé. Il est installé devant un drapeau noir avec des inscriptions blanches en arabe. À ses côtés, une kalachnikov. À Tombouctou, l'homme se fait appeler Abdel Jalil et c'est en français qu'il s'exprime sur cette vidéo. D'origine française, je vis ici à Tombouctou depuis 2 ans avec ma femme et mes 5 enfants. Depuis 30 ans, j'ai fait mon chemin dans la vie de ce monde et dans l'islam pour l'adoration d'Allah. Étant officier de marine marchande entre 25 et 40 ans, j'ai été confronté au commerce et à la politique internationale. Et l'on apprend qu'Abdel Jalil a sillonné le monde pour la connaissance d'Allah et pour son travail d'officier de marine marchande, qu'il a même travaillé pour MSF en Éthiopie. Dans cette vidéo, le djihadiste français critique la position de Paris et affirme que l'intervention dans le Sahel sera une catastrophe humanitaire, précisant qu'elle rendra la lutte des djihadistes légitime comme celle des frères afghans ou de Palestine. La Palestine et la lutte contre Israël revient durant tout son message comme un leitmotiv de son engagement islamiste. D'après nos informations, ce Français converti à l'islam dit être originaire de Bretagne. Selon des témoins qui l'ont rencontré sur place, il serait au Mali depuis au moins 2007, à Tombouctou et dans la région de Goundam. Il avoue avoir suivi des entraînements en Afghanistan. Il est désormais un combattant au service d'AQMI. RFI, il est 7h36 à Abidjan. La suite du premier procès lié à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le général Bruno Dogboblé était à la barre hier pour la seconde journée consécutive. Avec lui, dans le box des accusés, 4 autres militaires jugés pour l'assassinat du colonel à la retraite Adama Dosso le 12 mars 2011, un mois avant l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'ancien commandant de la garde républicaine, mis en cause par 3 de ses co-accusés comme celui qui a donné les ordres, continue à nier toute responsabilité. Compte rendu d'audience de Stanislas Daishimier à Abidjan. Acculé par des questions du président du tribunal hier, comme la veille, le général Dogboblé s'est parfois agacé, mais il n'a pas craqué. Je n'étais pas au courant, je n'ai donné aucun ordre le 12 mars 2011 concernant le colonel Adama Dosso, a martelé l'ex-commandant de la garde républicaine à propos de l'équipée criminelle de 4 éléments de sa garde rapprochée, dont 2 sont jugés en même temps que lui. Aucune question n'a réussi à déstabiliser l'homme fort de l'appareil sécuritaire de l'ex-régime de Laurent Gbagbo, un accusé resté serein la plupart du temps, une sérénité que l'un de ses avocats, maître Mathurin Girabou, explique par le fait que ce sera au parquet ou à la cour militaire d'apporter les preuves de la complicité du général Dogboblé dans le meurtre du colonel Adama Dosso. Alors que l'on parle beaucoup, depuis le début du procès, de conversations téléphoniques entre certains co-accusés le 12 mars 2011, aucun appareil dont le contenu aurait été décrypté n'a été produit devant la cour militaire jusqu'ici. Stanislas Daishimier, Abidjan, RFI. On en vient au 14e sommet de la francophonie. Il se tient ce week-end à Kinshasa, en présence d'une vingtaine de chefs d'État et notamment du président français. François Hollande, qui lors d'une conférence de presse commune avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à Paris, a fait part hier de son inquiétude quant à la situation au Nord Kivu, où le Rwanda voisin est accusé de soutenir la rébellion du M23. Le chef de l'État français a aussi déclaré que la situation en République démocratique du Congo était tout à fait inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. Ces propos de François Hollande ont été presque immédiatement dénoncés par Kinshasa. Ils ne reflètent aucune réalité, à protester la République démocratique du Congo. Guillaume Thibault. Mettre une dernière fois les points sur les i et empêcher toute instrumentalisation. Que les choses soient claires, affirme un conseiller de l'Élysée. François Hollande ne sera jamais la caution de ce gouvernement congolais. Et si à Kinshasa, l'expression « la situation des droits de l'homme est inacceptable » a froissé, énervé et n'est pas digne d'un chef de l'État, estime un proche de Joseph Kabila, à Paris, l'offensive s'est organisée. C'est un acte volontaire dans la continuité de ce que nous avons déjà dit, explique l'entourage du chef de l'État français. Nous voulons un dialogue franc et direct. Certains en France défendent même l'idée d'une refondation de la politique française sur le continent. Nous voulons que ce sommet serve la RDC, marque l'histoire de ce pays et celle de l'Afrique, explique l'un des porte-parole de Hollande. Reste que cette offensive présidentielle en a surpris plus d'un. Le chef de l'État veut visiblement être incisif, explique un diplomate en poste au Quai d'Orsay. Il ajoute « Hollande a dit qu'il voulait tout dire partout, mais là, c'est quand même radical. Je ne suis pas certain que la provocation amène de bons résultats. »
Guillaume Thibault, Saïf al-Islam Kadhafi sera-t-il jugé à La Haye ou en Libye ? Depuis hier, la Cour pénale internationale examine la requête de Tripoli qui souhaite que le fils de l'ancien guide libyen soit jugé en Libye. Les avocats de l'État libyen disent qu'ils ont des preuves et les moyens d'organiser un procès équitable, ce que contestent les avocats de la CPI. En Tunisie, 4 députés du parti de centre-gauche État catholique démissionnent de leur mouvement pour dénoncer sa soumission à Ennahda, son allié islamiste au gouvernement. Avec ces démissions, État catholique a perdu 8 de ses 20 députés depuis l'élection en octobre 2011 de l'Assemblée nationale constituante. Et puis par ailleurs, dans la région de Kasserine, une organisation disant représenter les habitants de la ville de Talla et de ses environs menace le gouvernement tunisien de faire sécession si leurs revendications économiques et sociales n'étaient pas entendues. RFI, il est 9h et bientôt 41 minutes à Paris. C'est la fin de ce journal. Mais Afrique Matin continue avec vous, Anthony Latier. Merci Élodie Lergentan et bonne journée. RFI Afrique. Afrique Matin, au sommaire des 20 prochaines minutes, nous irons dans un instant au Rwanda, dans une coopérative agricole où travaillent des orphelins du génocide. Des associations les aident à s'insérer professionnellement. Reportage à suivre. Nous irons aussi en Afrique du Sud. Nous prendrons un peu de recul sur les conflits sociaux qui touchent actuellement le pays. Des centaines de milliers de personnes sont en grève. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi le dialogue social a-t-il explosé en Afrique du Sud? Afrique Éco dans 3 minutes. Notre coup de fil à la presse africaine, nous serons avec Khaled Drareni du quotidien Algérie News. Nous parlerons avec lui notamment de la position de l'Algérie dans la crise malienne. Et puis dans 1h30, priorité santé. Bonjour Claire Hédon. Bonjour Anthony. Au programme aujourd'hui, le diabète au Cameroun. Oui, vous savez que le diabète est une maladie liée au surpoids, à l'obésité, qui trouve sa source dans une alimentation trop grasse, trop sucrée, associée à un manque d'activité physique. Le diabète se caractérise par un excès permanent de sucre dans le sang, ce qui peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins, les yeux, les reins, le nerf. D'ici peu, les pays en développement concentreront les 4/5 de la population diabétique mondiale. Alors comment lutter contre cette maladie au Cameroun? C'est ce qu'on va voir avec un reportage d'Igor Strauss. Merci Claire Hédon. Priorité santé dans 1h30 donc sur RFI. RFI. 18 ans après le génocide rwandais, que sont devenus les dizaines de milliers d'orphelins laissés derrière les massacres? À l'époque, ils avaient été recueillis par des proches, hébergés dans des orphelinats ou bien avaient choisi de prendre en charge seuls leurs frères et leurs sœurs. Aujourd'hui, ces enfants, devenus adultes, tentent de s'insérer professionnellement. Des associations les soutiennent pour cela financièrement, notamment à travers la création, vous allez le voir, de coopératives. Le reportage de notre correspondante au Rwanda, Stéphanie Aguilletti. Jean-Pierre Iraguénéa, 24 ans, montre fièrement sa récolte de haricots verts. Depuis 2 ans, elle a monté une coopérative grâce au soutien financier de l'association Yusegani Manzi, qui vient en aide aux jeunes, qui, comme elle, sont des orphelins du génocide. Tout a commencé lorsque des amis, déjà membres du Yusegani Manzi, m'ont expliqué comment ils se sont regroupés en coopérative pour que l'association leur vienne en aide. De prime abord, ça m'a paru être un long processus, mais j'ai finalement formé mon groupe. Jean-Pierre est ce que l'on appelle ici au Rwanda un orphelin chef de ménage. Ces orphelins, qui parfois dès l'âge de 10 ans, ont pris en charge seuls leurs frères et sœurs. Selon les estimations, plus de 60 000 enfants se sont retrouvés dans cette situation au lendemain du génocide. La plupart ayant fui leur famille d'accueil, comme l'explique Isaac Mugabe, membre de l'association Yusegani Manzi. Des enfants qui ont été accueillis dans des familles d'accueil, qui n'assument pas leurs responsabilités, qu'ils avaient tendance à les exploiter. Alors les enfants ont dit non, voilà, au lieu de mener une vie misérable, ils vont mieux aller vivre seuls. Ces enfants, alors livrés à eux-mêmes, se retrouvaient dans des situations très précaires, comme Jean-Pierre et ses 4 frères et sœurs. La vie était vraiment très difficile pour nous. On allait de foyer en foyer, parfois on nous donnait à manger, d'autres fois non, on était un fardeau. Alors Jean-Pierre a pris contact avec Yusegani Manzi. Et avec courage, elle a monté sa coopérative avec d'autres orphelins chefs de ménage. Pour le coordinateur de l'association, travailler dans une coopérative est un moyen efficace pour aider ces jeunes à se reconstruire. On a commencé avec les groupes thérapeutiques, mais au fil des années, on a introduit des activités d'agriculture et d'élevage, de façon que les enfants, les jeunes ne se regroupaient pas seulement autour de la souffrance, autour des témoignages douloureux, mais autour aussi de l'activité. Désormais, la jeune femme a des projets plein la tête. Grâce aux bénéfices de sa coopérative, elle est désormais propriétaire d'une parcelle de forêt d'1,5 hectare. Stéphanie Aguilletti, Kigali, RFI. Il est 9h44 à Kigali.
Et on vous retrouve Marc Le Baupin pour Afrique Éco avec d'abord cette annonce de la FAO. La faim a reculé partout dans le monde, sauf en Afrique. Oui, dans les pays d'Afrique subsaharienne par rapport à 1992, il y a 64 millions de personnes de plus qui ne mangent pas à leur faim. Pour lutter contre ce fléau, des chercheurs sont réunis en ce moment à Addis Abeba, thème de cette conférence internationale du blé pour la sécurité alimentaire en Afrique. Des chercheurs ont réalisé une étude sur la production de blé de 12 pays d'Afrique subsaharienne. Ils ont conclu que la production de blé pourrait être 4 à 10 fois plus importante qu'actuellement. Kwado Asenso Okiere est le directeur de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Addis Abeba. La demande de blé en Afrique a énormément augmenté. Le continent dépense environ 12 milliards de dollars par an pour ses importations de blé. Et malheureusement, alors que la consommation augmente et que cela va continuer à augmenter à cause de l'urbanisation, la production, elle, diminue. Cependant, il y a encore des zones où l'on cultive le blé parce qu'on l'y a toujours cultivé, surtout en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Et l'enjeu, c'est d'augmenter la taille des récoltes dans ces régions-là, de l'Afrique du Sud au Kenya. Donc, ce que nous faisons, c'est d'explorer les possibilités d'augmenter les superficies consacrées à la culture du blé et d'augmenter les rendements de manière à réduire notre dépendance aux importations. La plupart du temps, on a affaire à de petits paysans. L'Afrique du Sud, avec ses grandes exploitations, est à part. Ce dont nous avons besoin, ce sont de nouvelles semences à haut rendement, parce qu'on réalise qu'il y a un fossé important entre le rendement actuel et la productivité qu'on pourrait avoir. On a fait des recherches qui montrent qu'on pourrait avoir de 4 à 10 tonnes à l'hectare au lieu des 1 à 2 tonnes que récoltent actuellement la plupart des agriculteurs. Kwado Asenso Okiere, directeur de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Addis Abeba, des propos recueillis par Jean-Pierre Boris. Depuis la tragédie de Marikana où la police a ouvert le feu sur une foule de mineurs grévistes faisant 34 morts, l'Afrique du Sud est secouée par une crise sociale marquée par la violence et les grèves sauvages. Les syndicats très puissants dans cette démocratie, puisque la confédération syndicale COSATU fait partie de l'alliance tripartite au pouvoir, sont dépassés par leur base à tel point qu'à la mine de platine où la crise a débuté, les travailleurs ont obtenu de substantielles hausses de salaire. Cette victoire a fait des émules dans d'autres secteurs comme le transport. Et cette rupture du dialogue social inquiète le patronat. Un dossier Afrique Éco signé Solène Honorine à Johannesburg. À la chute de l'apartheid, l'Afrique du Sud avait mis en place un système de dialogue social très souple, basé sur des syndicats puissants qui négocient régulièrement avec le patronat. C'est ce système qui est actuellement remis en cause, explique l'économiste Davis Root. Ce qui m'inquiète, c'est que les travailleurs ont compris une chose très importante. Si vous êtes violent, eh bien vous en retirez un bénéfice matériel. Et on voit déjà que ces grèves sauvages ont infecté d'autres industries et au bout du compte, l'économie va en souffrir. La centrale syndicale COSATU, autrefois la voix incontestée des travailleurs, a vu son autorité remise en question par sa base, d'où un risque de surenchère, explique Vic van Vuren, le directeur de l'Organisation internationale du travail. Sur le court terme, je pense que COSATU va durcir le ton face aux employeurs afin de reprendre la main. Mais ce n'est pas un scénario sain, car même si les employeurs décident de céder à ces exigences en payant de plus hauts salaires, la conséquence, ce sera une perte d'emploi, car il faudra bien qu'ils répercutent ces coûts d'une manière ou d'une autre. Le patronat se retrouve donc dans une position difficile. La Chambre des mines ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore en révisant des accords de branche dans l'or et le charbon qui furent signés l'année dernière et sont encore valides pendant un an. Pour ce qui est du platine, il n'y a pas d'accord de branche, ce qui a contribué à la multiplication des grèves, puisque les salaires sont décidés au sein de chaque entreprise. Mais cela pourrait changer, estime Elise Tridham de la Chambre des mines. Les acteurs du secteur platine réalisent maintenant qu'il va falloir faire les choses différemment. Ironiquement, ce qui s'est passé à Lonmin a provoqué le dialogue entre les différents acteurs. Vic van Vuren de l'Organisation internationale du travail. En 1994-95, nous avons traversé une période très traumatisante et notre mécanisme de dialogue social nous a permis de résoudre des conflits très sérieux, bien plus sérieux que ce qui se passe maintenant. Et maintenant, nous avons sous-estimé les défis devant nous. L'Afrique du Sud n'est pas une société normale. Nous avons toujours d'énormes déficits sociaux. Et nous avons perdu ça de vue. Les leaders vont devoir revenir sur le devant de la scène et utiliser ces machines de dialogue social qui sont en place pour résoudre les problèmes. Dans le secteur des mines, syndicats et patronats ont commencé les négociations, mais le mouvement de grève s'est déjà étendu à d'autres secteurs comme les routiers et les fonctionnaires.
Solène Laurine, Johannesburg, RFI. En bref, pour conclure, encore une perspective de record pour la croissance économique en Afrique subsaharienne, 5,7% prévu en 2013 selon le FMI. Le fonds a revu ses projections à la hausse en raison de la flambée des cours des matières premières. Voilà déjà 3 ans que la croissance sur le continent est supérieure à 5%. Et puis en Afrique du Sud, on y revient, la compagnie minière Goldone vient de licencier 1435 mineurs. Ils étaient en grève depuis une semaine, grève jugée illégale par l'entreprise. Goldone appartient à un fonds de développement chinois. Il dépend de la China Development Bank. Merci beaucoup Marc Le Beaupin, on va y arriver. Le grand reportage du jour sur RFI nous emmène aujourd'hui en Israël à la rencontre des Falachas et des Falachmora, ces juifs arrivés d'Éthiopie par vagues successives depuis les années 80 en Israël. Malgré leur présence, qui date de plusieurs décennies, leur intégration n'est pas toujours facile. Nicolas Falaise. C'est une boutique de Mahane Yehuda, le grand marché populaire de Jérusalem-Ouest. L'enseigne est peinte en vert, jaune et rouge, les couleurs du drapeau éthiopien. Sur les étagères, il y a des produits de beauté et des vêtements, et sur le sol d'énormes sacs remplis de graines et d'épices. Le vendeur s'appelle Avraham, il est né en Éthiopie et il a immigré en Israël en 2006. C'est de la farine de pois chiches, c'est avec ça qu'on prépare le pain, et on continue de le préparer comme ça ici. Est-ce qu'Avraham, vous vous sentez plus éthiopien, israélien, les deux ? Les deux, je me sens à la fois très lié à mes origines éthiopiennes, mais je me sens tout à fait israélien. Comme Avraham, environ 120 000 Israéliens sont originaires d'Éthiopie. Dans les années 80 et 90, l'État hébreu a organisé le transfert en urgence de dizaines de milliers de falachas, les juifs d'Éthiopie. Aujourd'hui, il n'y a plus de falachas en Éthiopie, seulement des falachmora qui revendiquent leurs racines juives malgré leur conversion au christianisme au 19e siècle. Gizio de Tal, 66 ans, est un falachmora arrivé en 2011 en Israël. On a été chrétiens pendant très longtemps, c'est vrai, mais c'est parce qu'on nous a forcés. Il y avait trop de pression, on ne pouvait pas ne pas être chrétien. Mais dès qu'on a pu le faire, nous sommes retournés au judaïsme. Malgré les mécanismes d'intégration qui existent, falachas et falachmora sont régulièrement victimes de discrimination en Israël. Le racisme, la plupart des Éthiopiens d'Israël disent en avoir souffert, même les mieux intégrés, comme Dani Adino Ababa, journaliste à la rédaction du Yediot Ahronot, l'un des principaux quotidiens israéliens. Dani avait 9 ans lorsqu'il a quitté l'Éthiopie avec l'ensemble des habitants de son village. C'était au milieu des années 80. J'aime mon pays, j'aime mon peuple. Je vis à Jérusalem, mais parfois ma couleur, c'est mon handicap. J'ai 3 enfants qui sont nés en Israël. Ce sont des Israéliens, mais pour les Israéliens, ce sont toujours des Éthiopiens, des gamins éthiopiens. Falachas et Falachmora, ces Israéliens venus d'Éthiopie, c'est dans Grand Reportage aujourd'hui sur RFI. Un grand reportage de Nicolas Falaise à écouter dans son intégralité à 13h10 en temps universel. Pour l'heure, il est 8h53 à Alger, où l'on rejoint Khaled Drareni, journaliste d'Algérie News. Bonjour. Bonjour Anthony Lattier. Ce matin, dans votre quotidien, vous revenez d'abord sur la disparition de Pierre Chollet, militant anticolonialiste et héros de la guerre d'indépendance. Oui, l'Algérie est endeuillée depuis 4 jours, depuis l'annonce de Pierre Chollet, militant anticolonialiste, un des héros de la guerre d'indépendance, né à Alger de père français en 1930. Il s'était engagé dès le début pour le mouvement anticolonial. Il a aidé pendant la révolution du 1er novembre. Et après l'indépendance, Pierre Chollet a mis en place la stratégie nationale de lutte contre la tuberculose. Il a été inhumé hier au cimetière chrétien d'Alger en présence de plusieurs centaines de personnes, ses compagnons d'armes, ceux qui l'ont connu, des anciens ministres et même des responsables actuels. Avec Pierre Chollet, c'est une partie de l'histoire de l'Algérie qui s'en va. Concernant maintenant le conflit au Mali, vous écrivez dans Algérie News que les autorités algériennes rejettent catégoriquement toute idée d'intervention militaire au nord, comme le souhaitent la France et la CEDEAO.
Oui, aujourd'hui, l'Algérie a une position très importante à défendre. Elle s'oppose à celle de la France. Vous savez que la France est favorable à une intervention militaire en partenariat avec la CEDEAO. Les États-Unis tergiversent encore, mais Alger est catégoriquement contre toute guerre au nord du Mali, donc au sud de l'Algérie. L'Algérie qui a rallié à sa cause pour le moment le Niger et la Mauritanie, mais aussi les États-Unis, même si Washington tient un double discours, puisque la semaine dernière, le chef de AFRICOM, le général Ham, était à Alger. Il a rejoint la position algérienne pour privilégier le dialogue, mais depuis hier, les États-Unis montrent des signes de fléchissement. Ils pourraient soutenir une politique et une opération militaire française. En tous les cas, l'Algérie rejette l'option militaire au Nord Mali et privilégie le dialogue et la diplomatie. La situation économique en Algérie, à présent, le Fonds monétaire international ne partage pas vraiment l'optimisme du gouvernement algérien. Le FMI a publié effectivement un rapport il y a 48 heures lors de l'Assemblée générale du Fonds monétaire à Tokyo. Les chiffres donnés par le FMI sont légèrement différents de ceux donnés par les autorités algériennes. Le FMI table sur un taux de croissance de 3% pour l'Algérie en 2013, un taux de chômage ramené à 9,5%, mais ce sont des chiffres quand même qui sont un peu moins optimistes que ceux avancés par les autorités algériennes qui, eux, parlaient d'un taux de croissance d'au moins 5% et un taux de chômage de 7 à 8%. Ce qui est sûr, c'est que le Fonds monétaire salue la progression de l'économie algérienne depuis 3 à 4 ans, avec l'Algérie qui est devenue le pays le moins endetté au monde, avec seulement une dette extérieure de 2 milliards de dollars. Mais ce sont des performances économiques, il faut le dire, qui ont été rendues possibles grâce au prix du baril de pétrole qui est très important aujourd'hui. Il flirte avec les 80 et les 90 dollars. Donc l'Algérie a une manne financière très importante grâce à l'or noir. Merci beaucoup Khaled Drareni. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Algérie News à Alger. Merci d'avoir été avec nous. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec nous de façon ludique sur l'évolution de notre humanité et sur les mutations en cours dans nos sociétés. Aujourd'hui, allons-nous devenir des hommes simplifiés par les machines que nous avons créées? Et comment résister à cette déqualification de l'homme par rapport à la machine? Autour de la question, Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU. RFI. La chronique des matières premières, l'Irak pourra-t-elle doubler sa production de pétrole d'ici 2020 ? C'est ce qu'espère en tout cas l'Agence internationale de l'énergie qui représente les grands pays consommateurs de pétrole, car c'est à la fois important pour la prospérité de l'Irak, mais aussi pour la stabilité des cours mondiaux du pétrole. Claire Fage. L'Irak est déjà 3e exportateur de pétrole derrière l'Arabie Saoudite et la Russie. Mais il pourrait se hisser à la 2e place devant la Russie dans 7 ans. C'est le pronostic de l'Agence internationale de l'énergie qui pense l'Irak capable de doubler sa production de pétrole d'ici là. Produire 6 millions de barils par jour en 2020, c'est pourtant 2 fois moins que ce que les autorités irakiennes ambitionnent, mais ce sera déjà bien difficile à atteindre, estiment les experts de l'AIE. Non pas que les réserves d'hydrocarbures irakiennes ne le permettent pas, ce sont les 4e au monde, mais les infrastructures de stockage et de transport des hydrocarbures ou de l'eau nécessaires à leur extraction sont largement insuffisantes. La lourdeur de l'administration est aussi pointée du doigt. On pense bien sûr au contentieux permanent entre le gouvernement central et la région autonome du Kurdistan au sujet des contrats pétroliers et de l'évacuation du brut. L'objectif ne sera donc réalisé qu'au prix de réformes de gouvernance. Il semble d'ailleurs que derrière les remontrances officielles de Bagdad contre les autorités régionales d'Erbil, les deux pouvoirs soient en train de dessiner un nouveau cadre juridique pour l'exploitation des richesses pétrolières. Mais il faudra aussi des investissements massifs, 530 milliards de dollars sur un peu plus de 20 ans, soit un 10e des ressources pétrolières et gazières, mais dans un contexte de besoins budgétaires croissants dans un pays dont le développement a été freiné par 30 ans de conflits. L'Irak a besoin au premier chef de réussir à faire croître très vite la production d'hydrocarbures, ne serait-ce que pour combler son déficit en électricité en utilisant son propre gaz, mais les pays représentés par l'AIE, qui sont les principaux pays consommateurs de pétrole, ont aussi grandement intérêt à voir l'Irak réussir son pari. Selon les calculs de l'agence, en fournissant près de la moitié du brut supplémentaire produit sur la planète d'ici 2035, l'Irak permettrait au cours du pétrole de rester, malgré la forte hausse de la demande asiatique, sous le seuil des $150 le baril dans 20 ans. C'était la chronique de Claire Fage sur RFI. Afrique Matin, c'est terminé. Merci à Didier Chérouz et Laurent Hérault qui étaient à la réalisation. Je passe la main à Juan Gomez. Appel sur l'actualité dans 30 secondes. Bonne journée à tous.
7 milliards de voisins. Dès maintenant, Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui. Grandir sans son père, comment aider son enfant à se construire malgré l'absence? Demain. Les Mormons, une religion sous influence Internet, un autre regard sur l'Amérique. Appelez-nous au 33 1 56 40 21 71. 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide. Du lundi au vendredi, à partir de 11h10 TU. RFI.